Bonsoir à tous. Je vous propose de démarrer cette session. Bravo, félicitations pour le courage que vous avez après cette longue journée, hein. C'est assez dense ce programme aujourd'hui, donc voilà, bravo pour ça. Avec Jérôme, on a la délicate mission de vous restituer euh, les recommandations émises sur les indications de greffe de foie chez l'adulte et l'enfant. On va se focaliser chez l'adulte aujourd'hui. On a dû faire un certain nombre de choix. Quelques mots de procédure, hein. Je vous rappelle que depuis plus d'un an, 5 sociétés savantes se sont fédérées pour réactualiser les données de la conférence de consensus de Lyon qui datait de 2005, puisque les pratiques avaient énormément changé en termes quantitatifs et qualitatifs. Et le format qui a été choisi a été celui de recommandations d'experts et une journée de préparatoire à ces recommandations de présentation d'experts a été organisée sur Paris le 7 juin dernier. Certains d'entre vous, j'en suis sûr, étaient présents. Depuis cette journée, en fait, il y a eu sur les propositions des experts des relecteurs qui ont travaillé pour faire un document écrit qui est encore en cours de vérification, d'accréditation. Ce document va passer dans les différents conseils d'administration des sociétés savantes, la CHBT, les pédiatres, l'ASFAR, l'AFEF, bien entendu. Et le document final sera prochainement, dans les prochaines semaines, disponible sur le site de l'AFEF. Alors ça a été possible grâce à un casting hors norme, hein, d'experts que vous pouvez retrouver ici. Donc beaucoup de personnes se sont investies et impliquées dans ce gros travail. Alors on a fait le choix avec Jérôme aujourd'hui de ne pas tout vous présenter, de faire un certain nombre de choix qui est plus pertinent pour les pathologies, en choisissant 5 thèmes majeurs d'indication que sont le carcinome hépatocellulaire, la maladie alcoolique du foie, l'obésité, la cirrhose dysmétabolique, le patient multidéfaillant et bien sûr les hépatopathies virales B et C qui sont quand même le cœur de notre pratique, et de laisser sur le côté les indications plus chirurgicales de retransplantation, de greffe combinée, les machines, etc. parce qu'on n'avait pas de toute façon le temps. Alors tout ça a été possible bien sûr grâce aussi à une collaboration avec l'Agence de la biomédecine qu'on doit remercier, hein, pour fournir des données qui ont permis d'étayer bien sûr un certain nombre d'événements. Donc on aura 2 présentations de 30 minutes et on vous propose maximum de regrouper la discussion ensuite commune avec la salle et Jérôme. Alors on attaque par un gros morceau, hein, le carcinome hépatocellulaire. La volonté était aussi d'étendre un petit peu l'indication à la gestion des spécificités avant greffe. Donc tout ce qu'on est amené à mettre en œuvre aussi dans la prise en charge de ces indications. Et bien sûr, pour le CHC, ça comprendra tous les aspects de stratégie de réduction tumorale. Donc les experts étaient Christophe Duvou et Daniel Cherki, le relecteur Thomas Descamps. Et comme vous le savez, c'est une indication qui est devenue majeure, hein, le carcinome hépatocellulaire en France, selon les données de l'Agence de la biomédecine que vous connaissez bien. Alors, à chaque fois, il y aura effectivement un peu de rationnel et puis des recommandations qu'on a souhaité le plus clair possible, hein, à vous proposer. Alors, les problématiques actuelles de la greffe pour CHC en 2017, c'était effectivement de revoir l'indication en tant que telle. Je vous rappelle qu'on restait et qu'on vivait sur les critères de Milan, même si, de fait, hein, depuis l'article collaboratif en 2013, coordonné par Christophe Duvou, l'allocation des greffons, effectivement, a été modifiée. La question était de savoir si, effectivement, les datas depuis étaient en faveur de cette extension et de valider une nouvelle indication reposant sur le score alpha-fetoprotéine. Et puis également de tenir compte de cette inflation montante de cette indication par rapport aux autres indications, notamment la compétition qui existe avec les patients cirrhotiques. Alors, globalement, la stratégie et la démarche qui a été entreprise, c'est de raisonner pour le CHC un peu comme on le fait pour le TIPS, donc de temporiser effectivement la prise en charge de ces patients, de ne pas les considérer d'emblée comme des candidats à la greffe quand une alternative thérapeutique satisfaisante, la résection, la thermoablation, était possible. Et de prioriser bien sûr le CHC en fonction de
la réponse au traitement d'attente, de la gravité de la cirrhose, d'alternatives thérapeutiques, et effectivement d'essayer d'étendre cette stratégie de ablate on wait, stratégie, donc de greffer uniquement les patients qui sont en récidive de leur CHC. Et ça permettrait de ventiler des greffons, bien sûr, vers d'autres indications prioritaires. Alors sur le plan de l'indication elle-même, parce que c'est le cœur du problème, hein, le constat a été effectivement, on vit sur des choses incontournables d'imagerie, hein, sur la taille et le nombre, évidemment, c'est incontournable et c'est bien connu, mais c'était d'associer des paramètres de biologie tumorale avec bien entendu l'alpha-fetoprotéine, et dans le travail de Christophe Duvou que vous voyez à droite, on notait bien sûr cette très bonne corrélation qui existe entre le taux d'alpha-fetoprotéine et puis la différenciation tumorale, et puis un critère majeur de récidive qui est l'invasion microscopique ou macrovasculaire. Donc c'était effectivement des choses particulièrement pertinentes. Et puis, au cours de la présentation du 7 juin, avaient été abordés aussi des aspects novateurs, très originaux et très prometteurs, représentés par l'imagerie métabolique et le TEP-FDG et le TEP-choline. Donc, vous le savez, en 2013, le papier de Christophe Duvou a établi à partir du modèle français ce score tenant compte de la biologie tumorale avec ce vieux marqueur alpha-fetoprotéine, le diamètre et le nombre de nodules, avec un caractère de prédiction qui était assez intéressant sur la récidive post-transplantation. Bon, des seuils admis qu'on peut discuter, bien sûr, hein, mais qui donnaient des résultats assez intéressants. Depuis ce travail, en fait, un des points qui avait été présenté, c'était que différents niveaux de validation ont été faits, avec des travaux que je ne peux pas vous présenter, hein, des validations sur des cohortes italiennes, Amérique du Sud, Royaume-Uni, qui vont toutes dans le même sens et qui confirmaient la robustesse de ce score français, de ce modèle français alpha-fetoprotéine. Et l'avantage, hein, parce qu'on devait sortir des critères de Milan, et en 2005, on disait qu'il avait peut-être une place à étendre, mais on n'a pas été vers l'UCSF, on n'a pas été vers d'autres critères d'extension, et tout le monde avait été un petit peu intéressé, mais finalement assez mitigé. L'avantage de ce score, c'est, comme vous pouvez le voir, ça permet de remettre dans les clous d'une greffe avec un bon pronostic des patients qui étaient en dehors des critères de Milan, et bien sûr de conserver des patients dans le critère de Milan avec des probabilités de récidive post-greffe qui restaient entre guillemets acceptables. Alors les recommandations qui sont faites sur ce champ, c'est que l'approche moderne de la sélection des patients avec CHC doit prendre en compte la morphologie et la biologie tumorale, ça c'est clair, donc on acte finalement et on confirme cette stratégie française, que le marqueur biologique actuellement le mieux validé, c'est l'alpha-fetoprotéine malgré ses limites, et qu'il faut effectivement un effort, parce que c'est aussi l'enjeu de développer des pistes de développement et de recherche clinique et de biomarqueurs pour améliorer les choses. Et ce score français alpha-fetoprotéine est un outil robuste et validé de sélection, et on est donc les premiers en France à écrire et à recommander qu'on peut effectivement aller vers cette extension, vers ce score alpha-fetoprotéine qui dépasse le Milan. Sa valeur prédictive de récidive est supérieure au critère de Milan. Il est recommandé pour l'identification des candidats à la greffe pour CHC, et actuellement, à ma connaissance, hein, nous sommes les seuls à mettre cette recommandation d'extension vers ce score français qui remplace Milan. Le deuxième point, c'était les perspectives, et des travaux ont été présentés sur le TEP-scan, le TEP-FDG, le TEP-choline. Globalement, la TEP-FDG va identifier des CHC peu différenciés qui vont être de mauvais pronostics, la TEP-choline des CHC bien différenciés qui vont être de bons pronostics. Alors, différents travaux sortent dans la littérature très intéressantes. Bon, ici, on est en survie, hein, mais très rapidement, les critères de Milan ne distinguent pas de populations avec des profils évolutifs différents. En revanche, ici sont représentés des comportements TEP-scan qui vont effectivement dicter et prédire l'évolution post-transplantation. Et quand on combine, alors la valeur prédictive intéressante en hazard ratio est très forte, hein, sur le PET-scan FDG et l'alpha-fetoprotéine. Et quand on va combiner l'alpha-fetoprotéine au TEP, si on est alpha-fetoprotéine inférieure à 400 ici avec
une TEP-FDG négative, on va avoir un suivi post-greffe qui va être très, très bien. A contrario, en miroir, lorsque les deux sont positifs, on a une alpha-féto supérieure à 400 et un TEP-FDG qui est positif, on va avoir une survie qui est défavorable. Donc c'est vers ça que sûrement les centres de greffe vont devoir aller, vers l'utilisation de plus en plus quotidienne et large dans le screening de cette imagerie métabolique en combinant TEP-FDG, TEP-choline. Et donc la recommandation qui a été faite, c'était que ces marqueurs, ces outils, étaient très prometteurs dans l'amélioration des critères de sélection des patients candidats à une TH pour CHC et qu'il fallait effectivement se regrouper, comme on sait le faire en France, pour faire une évaluation prospective multicentrique, en attendant aussi les résultats du PHRC EFAPRE qui s'est intéressé à la question, en regardant effectivement les expériences unicentriques dont une va être présentée au cours de ces journées. Je crois que c'est demain matin, pour positionner clairement cette imagerie métabolique dans l'évaluation pré-greffe. Donc vraiment à suivre. Le CHC sur foie non cirrhotique, c'est aussi voilà, une question, même si c'est peu de patients. Je vous présente les données européennes, les données ELTR, 105 patients sur 10 ans. Ce qui est remarquable, c'est que ce sont des patients très jeunes, 40 ans, avec un gros CHC, 8 cm en moyenne. Très peu respectent les critères de Milan. Les facteurs pronostiques sont à peu près les mêmes, l'invasion macrovasculaire, le statut ganglionnaire, qui sont prédictifs d'une évolution défavorable lorsque c'est positif, et puis un délai résection greffe supérieur à 12 mois qui est plus favorable que si c'est inférieur, si on a une résection première, ce qui va être recommandé. La greffe de sauvetage, effectivement, idéalement, est faite pour les patients qui vont récidiver au-delà de la première année. Alors, les recommandations, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout présenter, la résection est le traitement de choix du CHC développé sur un foie non cirrhotique, évidemment. En cas de non-résécabilité, l'indication de greffe pour le CHC sur foie non cirrhotique doit être évaluée au cas par cas, en l'absence d'invasion macrovasculaire et ganglionnaire. Ce que je n'ai pas pu vous montrer, c'est que le Milan ne prédit rien du tout dans cette situation, n'est pas un bon critère de sélection. Donc, les critères de Milan n'identifient pas les bons candidats à la greffe et ne sont pas adaptés à la sélection des malades. Et en cas de récidive après résection première, la greffe de sauvetage est recommandée en cas de récidive sans invasion macrovasculaire et ganglionnaire et si elle intervient après la première année post-résection. Sinon, on n'est effectivement pas dans les clous d'un résultat satisfaisant. Alors le traitement d'attente, on avance un petit peu dans la prise en charge et dans les spécificités du CHC. Le traitement d'attente est effectivement largement utilisé avant greffe sur les données de l'Agence de la biomédecine, surtout la chimio-embolisation. Une minorité de patients, les 3/4 des patients ont un traitement d'attente avant leur greffe, essentiellement la chimio-embolisation. Et puis il y a une place effectivement très importante qui va nous aider après sur la suite, de traitement curateur, donc la résection, la thermoablation, qui représente quand même pas mal de patients qui vont être effectivement plutôt freinés vers l'accès à la greffe. Et puis l'autre point à prendre en considération, c'est la cinétique d'accès à la greffe, comme vous le savez, des CHC en fonction du score MELD. Alors voilà, au plus le MELD, effectivement, les patients avec un MELD élevé vont aller très 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 vite à la greffe. En revanche, la majorité des CHC, 80% des patients inscrits pour CHC ont un MELD inférieur à 15. Et donc si on est même dans des MELD très bas, 6 à 10, vous voyez que la médiane, l'accès à la greffe est très mauvais parce que c'est la courbe rouge. Donc un patient sur deux est greffé au bout de 18 mois. Donc c'est effectivement particulièrement long et la majorité des patients vont être sur une cinétique qui va être entre la courbe noire et la courbe rouge, avec des scores MELD relativement bas. Et donc la recommandation, c'est que le traitement d'attente est évidemment recommandé lorsque la durée prévisionnelle d'attente est supérieure à 6 mois, ce qui est largement le cas le plus souvent et que la fonction hépatique reste conservée. Alors ce sont des constats, la chimio-embolisation et la destruction percutanée sont les traitements d'attente les plus utilisés. La place de la radiothérapie stéréotaxique conformationnelle mérite d'être précisée. Chaque traitement doit être discuté en RCP. Je sais, parfois on enfonce des portes ouvertes aussi dans des recommandations, mais c'est important de le mettre. On n'a pas de données publiées pour l'instant sur le sorafenib en situation néoadjuvante, mais ça ne va pas tarder. La progression tumorale doit être dépistée par une imagerie et un dosage d'alpha-fetoprotéine tous les 3 mois. Donc on réactualise sur liste très régulièrement les patients inscrits. Et en cas de progression en dehors des critères du score alpha-fetoprotéine, le patient doit être sorti de liste ou mis en contre-indication jusqu'à une réintégration des critères par une stratégie de réduction tumorale, idéalement. Alors ces stratégies, est-ce qu'elles fonctionnent? Elles ont été effectivement discutées.
Et bon, il y a une méta-analyse qui est assez intéressante, qui confirme que ce soit des analyses rétrospectives et prospectives. Bon, le traitement d'attente, je vous rappelle, n'impacte pas la survie sans récidive, hein, permet d'attendre plus longtemps le foie, et le traitement d'attente permet effectivement un downstaging, de retrouver un pronostic dans les critères 2000 ans. On verra pour le score alpha-fetoprotéine plus tard. Alors c'est une stratégie qui fonctionne, hein. Si on poule les résultats, on a effectivement des stratégies de réduction tumorale qui fonctionnent globalement, qu'on peut appliquer. Donc cette stratégie proactive de réduction tumorale sont efficaces dans les critères qui font rentrer le patient dans les critères de Milan, autorisent la greffe avec des taux de récidive acceptables. Après ce traitement, il faut avoir une stabilité de 3 à 6 mois. Là, c'est un peu vague, hein, mais ça a été évalué à cette hauteur. 3 à 6 mois de stabilité dans les critères est nécessaire. Et pour l'instant, vous avez bien noté la subtilité, on a les données pour réintégrer le Milan. On n'a pas les données encore jusqu'à présent pour réintégrer le score français alpha-fetoprotéine. Donc il faut être prudent. Les résultats d'une réduction tumorale dans les critères AFP doivent être confirmés par de nouvelles études pour effectivement avancer dans ce champ. Ensuite, la résection première, et c'était une des questions était également comment positionner les traitements curatifs, résection dans la stratégie par rapport à la greffe. Et voilà. Est-ce qu'on pénalise pas les patients, etc. Et différents travaux de résection première et de greffe de sauvetage ont été faits. Ils sont globalement concordants. Vous avez des survies globales qui sont présentées et des survies sans récidive qui sont inférieures, avec des mêmes cinétiques à peu près, qui donnent des résultats de plus en plus satisfaisants. Le problème, c'est qu'effectivement, comme vous le savez, pour l'instant, dans l'algorithme de l'Agence de la biomédecine, cet aspect-là n'est absolument pas opérationnel, malgré effectivement toutes les modifications qui ont été apportées. Donc, l'ensemble des experts et de la communauté s'alarment, s'inquiètent, demandent instamment que, effectivement, pour favoriser cette stratégie de transplantation secondaire, de sauvetage après une stratégie de résection première, on ait cette possibilité de faire cette greffe de sauvetage de façon accélérée. Et ça, ce n'est pas encore le cas, et ça a été vraiment un point de débat très important. En termes de recommandations, donc la résection et la destruction percutanéée sont des alternatives acceptables à la greffe en période de pénurie. Les résultats sont très intéressants, mais un système d'accès à la greffe de sauvetage doit être prioritairement mis en place en France. Ce n'est toujours pas le cas et on n'a pas vraiment de date de résolution pour l'instant, alors que les professionnels, les sociétés savantes se sont positionnés clairement en faveur de l'algorithme que je vous ai présenté, mais qui n'est pas encore pour l'instant opérationnel globalement. Et les experts ont essayé, alors c'est quelque chose que je n'ai pas le temps d'aborder, de repositionner la greffe préemptive qu'on avait plutôt tendance à abandonner, c'est-à-dire voilà, on fait une résection, on n'a plus de tumeur en place, sur des critères anapathes, sur des biomarqueurs, effectivement on est quasiment convaincu que la récidive va intervenir. On doit revoir ce champ également, on doit être discuté en présence de ces facteurs pronostiques de récidive du CHC après résection en particulier. Donc voilà pour le CHC, je dirais le cœur des recommandations. On change de sujet, les hépatopathies virales B et C. Expert Didier Samuel et Audrey Quali a relu et a modifié les recommandations à la présentation. Alors, 2 points introductifs, hein, c'est les résultats de la greffe pour le VHB qui se sont vraiment drastiquement améliorés au fil du temps, ce sont les données ELTR, et puis l'effondrement, on en reparlera demain à travers une communication orale, l'effondrement de l'indication cirrhose décompensée C en tout cas, et du C d'une façon générale comme indication de greffe au fil du temps. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui ne changent pas. Pour le VHB, pour commencer, bon, les cirrhoses virales B décompensées sont rares, mais restent bien sûr une indication de greffe, et l'ensemble des données sont en faveur de confirmer l'indication de greffe, quel que soit le niveau de réplication virale B, on y reviendra. Ce qui est devenu le problème principal actuellement pour le B, c'est le CHC sur cirrhose virale B. Attention, warning, réactivation virale B chez les patients qui vont arrêter leur traitement par NUC, l'effet néfaste des chimiothérapies, des immunosuppresseurs, des anti-TNF, des anti-CD20 pour lesquels il faut être très vigilant, et puis les hépatites fulminantes B qui existent toujours et la difficulté pour différencier la réactivation de cette hépatite fulminante. Alors, doit-on exiger un ADN indétectable à l'ATH? J'ai en partie répondu.
C'est mieux, bien sûr, d'avoir un ADN indétectable associé à un faible risque de récidive. Le cutoff, c'est 10 puissance 4, 5 copies par ml, qui est clairement associé au risque de récidive virale B. Donc quand on peut, bien sûr, attendre la négativation, c'est super. L'exception, c'est la réactivation virale B, qui est d'un pronostic très défavorable et qui amène à transplanter les patients sans obtenir cet objectif. Alors, très rapidement, on est effectivement dans la gestion aussi, on va dire parfois un peu post, mais effectivement, les experts et les relecteurs sont allés dans ce champ-là. La prophylaxie de la récidive, c'est la combinaison validée, immunoglobuline et antiviraux de seconde génération. Ici, les données de l'antécavir sur le risque, la probabilité de récidive, enfin d'être sans récidive post-greffe. Et vous voyez que la prévention, elle est extraordinairement efficace pour le B. Et puis une des pistes qui a été également retenue, c'est l'efficacité de la voie sous-cutanée de l'administration des immunoglobulines, avec des données très récentes de Paolo Di Simone qui sont présentées ici. Donc en termes de spécificité de prise en charge, le VHB a bénéficié, maintenant la survie elle est excellente, les taux de récidive sont vraiment très très bas. On a un cut-off pour déterminer quels sont les patients qui vont être à risque de récidive de leur VHB. Et bon, avant TH, bien sûr, il faut traiter les patients et si possible d'atteindre cet objectif, évidemment. Et en termes de spécificité de prise en charge, en post-greffe immédiat, c'est la combinaison immunoglobuline et antiviraux qui est bien sûr la meilleure association. À moyen terme, on peut baisser les doses, on peut mettre des immunoglobulines par voie sous-cutanée intramusculaire, c'est également très efficace. On peut éventuellement les arrêter en cas de risque faible de récidive, en maintenant les analogues de seconde génération. Et en revanche, on maintient vraiment la prophylaxie maximale si le risque élevé de récidive existe. Alors le C, on va en parler vraiment demain un peu plus largement. Il y a eu une progression de l'indication globalement C jusque 2013 et puis cet effondrement dans les dernières années. Et puis on a un switch étiologique qui s'est produit. La partie bleue, c'était les cirrhoses virales C décompensées. La partie rose, c'est les CHC. Vous voyez qu'il y a une inversion. Actuellement, on greffe plutôt des CHC sur cirrhose virale C. Donc on revient à l'indication CHC sur laquelle je ne reviendrai pas. On va s'intéresser à cette composante ici, cirrhose C décompensée, qui tend à diminuer. Les travaux de modélisation l'avaient un peu prévu. Ça va plus vite qu'on ne le pensait. Et puis, on a les données quand même que vous connaissez de CIRVIR. Le traitement, l'éradication d'un cirrhotique permet de diminuer le risque de décompensation, le risque de CHC, qui sont les indications, bien sûr, de greffe. Ça, c'est clair. Et puis, on a des données maintenant de traitement par les nouvelles molécules, par les AAD des cirrhotiques décompensés, Child B, Child C, avec différentes durées de traitement. Et puis on a toujours l'effet palissade que vous connaissez de SVR, avec d'excellents résultats de SVR ici dans ce travail, ce qui permet d'améliorer de façon très impressionnante ici le score MELD. C'est la fraction, la réduction du nombre de points de score MELD en fonction de la gravité de la cirrhose et du nombre de semaines de traitement d'une façon générale. Et puis on va éviter à certains patients d'être intuitivement on le sentait, mais on a maintenant des données d'une cohorte européenne qui a été publiée par Luca Belli, qui a mis en évidence qu'on arrivait à inactiver, à délister, à mettre en contre-indication temporaire 25-30%, entre 20 et 30% des patients qui étaient sur liste, et que ceux qui tiraient un bénéfice maximal étaient plutôt les patients qui avaient un score MELD inférieur à 20. Et donc on est inférieur à 20, cette barre ici, vous voyez la réduction du nombre de points de score MELD de ces patients, qui permet d'atteindre quelquefois de passer en dessous du seuil où on a un bénéfice individuel à être greffé dans cette indication. On peut basculer en dessous de 15. Et si on n'a pas d'acide réfractaire et pas d'encéphalopathie, on va améliorer les choses et puis on va pouvoir être mis en CIT. Donc ça, c'est effectivement des données tout à fait récentes qui n'existaient pas
à Lyon. Donc les recommandations dans ce champ, c'est que la greffe reste indiquée en cas d'hépatite fulminante, de cirrhose décompensée et ou CHC chez des patients qui ont une hépatite virale B C selon les critères habituels, quel que soit le statut virologique, bien sûr. Il faut traiter systématiquement par antiviraux les patients ayant une hépatite B chronique en attente de greffe, quelle que soit la charge virale. Traiter systématiquement par antiviraux les patients ayant une réactivation virale B pour permettre une réponse clinico-biologique et éventuellement d'éviter la greffe, et ou une réponse virologique. La prévention de la récidive après TH pour le VHB, c'est une association HBIG et analogue de durée variable en fonction de l'indication de greffe. Ça aussi, c'est un nouveau champ récent. Avant, c'était une prophylaxie qu'on considérait comme étant au long cours. Alors, pour le C, c'est traiter tous les patients avec une hépatite C avant ou après greffe. Il faut les traiter à un moment. Avant ou après, il faut tous les traiter. En attente de TH, là, ce sont plutôt des warnings. En attente de greffe, le traitement doit être discuté en RCP d'un centre expert, en particulier pour les cas de cirrhose décompensée, je vais y revenir juste après. Et après TH, le traitement doit être discuté également par un centre expert. Alors voilà la proposition d'algorithme décisionnel sur les patients VHC, cirrhose C. Donc les patients en attente de greffe, on revient sur la partie CHC pour positionner éventuellement le traitement. On a un patient qui a un CHC, qui a une cirrhose compensée. On peut traiter bien sûr le patient avant la greffe si le CHC est considéré comme contrôlé et non pas en train d'échapper et d'évoluer de façon multifocale avec un risque important de sortie de liste. Si on est Child C, on doit évaluer le bénéfice lié au traitement. Si on considère que l'amélioration du fonctionnement hépatocellulaire va permettre de traiter le CHC, en clair, on va pouvoir faire quelque chose qui n'était pas possible parce que le patient va se recompenser. Bien sûr qu'on peut traiter dans cette situation-là et qu'on peut finalement faire une résection, on peut faire éventuellement une thermoablation à un patient qui était décompensé, tant mieux. Si, en revanche, on considère que l'amélioration qui n'est pas suffisante du score MELD va lui faire perdre un accès à la greffe, parce que vous voyez quand même que vous avez vu que le score MELD en cas de CHC fait accélérer beaucoup les choses, on ne va pas traiter forcément ces patients. Donc c'est un rapport bénéfice-risque qu'il faut évaluer dans cette situation. En cas de cirrhose, le Child B, on revient au MELD, on tient compte du score MELD, moins de 15, on traite. Dans le cutoff 15-25, c'est cas par cas, parce que vous avez vu que le bénéfice maximal est pour les patients qui ont un score MELD inférieur à 20, et puis on a des risques quand même parfois pas négligeables à traiter des patients cirrhotiques décompensés plus graves. Au-delà de 25, en tout cas, traiter après greffe semble être le plus raisonnable, et le Child C, traité après greffe, effectivement, on l'éradiquera dans de meilleures conditions, on va dire, avec le nouveau foie. Donc voilà pour ce champ. Dernier champ, avant de laisser la parole à mon camarade Jérôme. Les indications pour le candidat multidéfaillant et ou score de MELD élevé. C'était donc Claire Franco, Catherine Pogam et Samir Jaber comme relecteurs. Alors il y a un point effectivement dans ce champ qui n'est pas encore absolument réglé. Donc j'attirerai votre attention parce qu'il y a un travail effectivement de relecture, d'analyse de la littérature récente qui est nécessaire. Le constat, c'est que, et vous le savez, on greffe des patients de plus en plus graves, et c'est l'évolution aux États-Unis et en France. Alors des patients qui ont un score MELD supérieur à 40 en proportion sur 12 ans, et en France, on voit très très bien que nos malades sont de plus en plus graves. Est-ce que ça a un impact? Et effectivement, c'est souvent un score MELD élevé et souvent associé à un patient multidéfaillant. Alors il y a ce concept d'ACLF qu'on entend de plus en plus parler, qui correspond à cette dégradation brutale et profonde de la fonction hépatique, avec des classifications, une littérature qui s'enrichit. À la base, le patient est cirrhotique décompensé ou non, on a un facteur déclenchant, on a des défaillances d'organes et on a une mortalité qui a un spectre énorme. Alors voilà, il y a des définitions qui sont maintenant connues. Absence d'ACLF, on n'a pas de défaillance d'organes, on peut avoir un petit peu, quelques éléments neurologiquement, mais sans insuffisance rénale. La CLF1, on a surtout le rein, et puis après, c'est assez simple. Le grade 2, c'est 2 défaillances, 3 défaillances. À droite, vous voyez, c'est la survie. Alors, j'attire votre attention. Ce qui se passe là, quand on est à CLF3, on est à 28 jours. C'est l'évolution au premier mois, et puis ensuite.
Et ça, c'est effectivement l'évolution entre le 3e jour et le 7e jour. Donc il y a toujours un intérêt chez ces patients multidéfaillants à revoir un petit peu à distance entre J3 et J7. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on enrichit le nombre d'organes défaillants? Est-ce qu'on doit enrichir la suppléance? Et voilà un petit peu le pronostic qui est associé à ces patients. Donc c'est effectivement assez redoutable et on éclate énormément les courbes de survie. Donc c'est pas simple, il y a une utilisation rationnelle des greffons qui doit être faite et il faut en avoir effectivement le meilleur usage. Alors, ce qui met un petit peu le bazar, vous voyez l'évolution ACLF3, c'est un travail qui vient d'être publié multicentrique Lille Villejuif-Montpellier, qui n'était pas encore publié au moment des recommandations sur l'ACLF3, qui semblait être effectivement plutôt une contre-indication à la greffe. Alors, est-ce que c'est suffisant pour une recommandation? C'est quelque chose qui est sûrement à suivre, puisque ces centres ont analysé leurs données. Alors bon, c'est évident que par rapport à des contrôles à parier non transplantés, la CLF3, voilà, la survie, elle est effectivement en jour, hein, elle est effroyable. Et quand ces 3 centres ont regroupé leurs données avec quand même 73 patients, donc il y a quand même un processus de sélection dont on ne maîtrise pas encore tous les aspects, hein, on a des résultats qui sont impressionnants et qui ne sont pas différents, qui ne permettent plus d'éclater les courbes de survie en post-greffe. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose d'équivalent, l'absence 1, 2, 3, on a quelque chose de superposable. Donc c'est à suivre, c'est ce point-là qui est effectivement l'objet d'ajustement probablement, et qu'on est peut-être un peu trop tôt pour faire quelque chose de formel sur cette ACLF3. Alors on revient au MELD. Le MELD n'est pas un facteur de risque de décès post-transplantation. Il prédit très bien la survie en attente de greffe, mais en post-greffe, hein, ce sont des données américaines qu'il avait démontré quand on prend juste le MELD. Et puis quand on dépasse, vous savez qu'il y a des MELD qui ne sont pas capés, on peut aller au-delà de 40. Donc quand on regarde un petit peu au-delà de 40, donc les patients super graves, on va dire, le pronostic pré-greffe est très bon. On va éclater des courbes de survie en fonction du MELD, 40, 45, 50, plus de 50. Hein. On a une différence significative avant greffe. Mais encore une fois, après greffe, ce n'est pas si clair finalement. La survie post-greffe n'est pas prédite par le MELD. Donc on en est là, on a regardé en France, il y a un travail qui est en cours de publication qui a été fait par Karine Jasseron, qui a effectivement combiné MELD élevé et puis défaillance d'organes pour essayer de réconcilier tout ça. Donc toutes les données françaises ont été reprises. Avant le MELD et post-MELD, on a constaté que les patients étaient plus vieux, avec des MELD plus élevés. Finalement, les résultats en termes de survie globale n'étaient pas différents. Quand on prend le MELD tout seul, il ne se passe rien. C'est uniquement quand on éclate le MELD avec des défaillances d'organes qu'on voit quelque chose apparaître. C'est-à-dire qu'un MELD à 35, un patient qui n'est pas ventilé, qui n'est pas infecté, qui n'a pas d'épuration extra-rénale, vous voyez que la survie est très très bonne. En miroir, MELD supérieur à 35, mais là on a des assistances, ventilation mécanique, etc., infection, insuffisance rénale et assistance rénale. Là, on n'est pas bon et on passe en dessous d'une barre de 70%. Là, on est en mois. Hein. Donc, vous voyez, c'est une survie à 1 an. Donc, est-ce qu'actuellement, c'est acceptable collectivement d'avoir ce type de survie à 1 an? Voilà, la question est posée. C'est effectivement compliqué. Donc, en termes de recommandations, ce qui a été dit, ce qui est validé, ce qui a été échangé, c'est que le MELD pris tout seul n'est pas une limite. Pas de limite de score MELD seul pour l'accès à la greffe. Quand on prend ce paramètre-là, il n'y a pas de raison. Voilà, ça ne marche pas pour prédire la suite post-greffe. Des contre-indications potentiellement relatives vont être autour d'un MELD élevé, 2 ou 3 critères parmi les suivants: ventilation mécanique, expiration extra-rénale, infection non contrôlée. Effectivement, bon, on n'est pas dans la définition de la CLF, j'y reviendrai. Et puis il y a des contre-indications effectivement qui apparaissent assez claires. Voilà, une défaillance hémodynamique évolutive, des choses comme ça, des difficultés, une incrémentation dans les drogues, bien sûr dans la noradrénaline, etc., qui apparaît bien sûr déraisonnable. Et puis voilà, le point qui n'est pas encore réglé, la contre-indication à la greffe, si effectivement un CLF de grade 3, c'était ce qu'avaient proposé les experts. Le relecteur, effectivement, en direct, voilà, il y avait eu un débat le 7 juin. Des données existent, c'est à surveiller. Je pense qu'il faudra une petite nuance au cas par cas.
d'une façon générale, bien sûr que la CLF3, ça semble compliqué de dire qu'il n'y a aucune limite. En revanche, c'est sûrement quelque chose à étudier encore dans les centres et de façon peut-être prospective. En tout cas, des éléments pour calmer un petit peu le jeu et réassurant, hein, c'est de revoir l'évolution J3, J7 qui est effectivement robuste. Et effectivement, un patient qui bascule d'un grade ACLF3 à 2, etc., dans cet intervalle, serait dans de meilleures conditions pour être greffé. En revanche, la combinaison de l'âge, du MELD, de la CLF, là, c'est effectivement, voilà, ça doit représenter une limite. Et je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire l'enfant. Je passe la parole à Jérôme. Merci pour votre attention.